Avant de commencer, je me filme avec le Nikon Z6 et une optique F, à savoir le Nikkor AFP DX1855-3556 VR. Alors j'ai pris ça parce que si comme moi, vous ne voulez pas faire des photos avec un zoom, mais c'est plutôt pratique en vidéo, vous prenez ça, ça va convertir directement le Z6 en format DX, sans perte de qualité comme vous le voyez, et c'est plutôt intéressant. Donc on va tout de suite commencer la vidéo. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Goupil Cameras, et là on va aborder un sujet qui est un peu délicat, c'est l'autofocus, et pour ça on va choisir deux protagonistes qui seront les réflexes et les mirrorless, parce que les deux types d'autofocus principaux qui existent se trouvaient au départ en tout cas sur chacune de ces caméras. Donc on aura d'un côté l'autofocus à capteur de phase pour les réflexes à la base et l'autofocus à détection de contraste. Bien évidemment je vais commencer historiquement par le premier qui est l'autofocus à capteur de phase, et c'était dans les années 80. Alors après des tests plus ou moins fructueux, par exemple avec le Nikon F3 AF, qui n'a pas vraiment bien marché, hein, il faut le dire, parce que à la base on prenait un appareil photo argentique et on essayait de rajouter de la connectique dessus pour faire en sorte que des objectifs s'adaptent. Il n'y en avait que 3, aujourd'hui c'est très recherché, mais l'autofocus marche très lentement. Et donc plus tard dans l'histoire de Nikon, à la fin des années 80, en 88 je crois, pour les Jeux Olympiques, on va avoir le Nikon F4. Donc, après je dis pas qu'il n'y a pas d'autres appareils photo qui sont nés avec l'autofocus entre les deux, probablement que des appareils photo moins professionnels pour prouver que l'autofocus marche sont nés avant, mais j'ai un peu placé cette date pour dire qu'un appareil photo professionnel a fait la première fois l'autofocus dans les années 80, en 88. Si j'insiste sur le fait de dire autofocus à capteur de phase, c'est que oui, bien évidemment, il y a un capteur similaire à un capteur d'image qui est utilisé pour faire le capteur autofocus. Alors, il est bien plus simplifié et il n'a pas, on va dire, toutes les subtilités qu'on va avoir un capteur d'image, bien évidemment, mais du coup, il va avoir des pixels dessus qui vont être dédiés à faire ce qu'on appelle un collimateur de phase. Alors, au départ, il n'y en avait qu'un seul, mais avec le temps, ça a fini par s'améliorer. Un seul parce que au départ c'était très difficile de manufacturer un capteur, donc voilà, par principe l'autofocus de phase marche en faisant coïncider des lignes géométriques, donc il va être sensible aux lignes droites basiquement à fort contraste, et aujourd'hui on arrive à avoir des capacités en faible éclairage très efficaces, mais basiquement il sera sensible soit aux lignes horizontales soit aux lignes verticales. Il y a un autre type de collimateur de phase qui va être dit en croix, qui va lui être sensible plus aux diagonales, ce qui ferait qu'il sera aussi plus sensible aux horizontales et aux verticales. Donc en fait on a à peu près le meilleur de l'autofocus en permettant la captation des diagonales, puisque elle va aussi bien capter les lignes incidentes verticales et horizontales. L'intérêt d'un tel autofocus, c'est d'avoir un collimateur qui va directement savoir là où il doit faire la mise au point et pas avoir besoin de confirmer en allant d'avant en arrière, comme un autre type d'autofocus qu'on va voir juste après. L'autofocus à détection de contraste est né de l'obligation de créer des appareils photo numériques à la base. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les réflexes ont directement réussi à être convertis en appareils photo numériques, mais ça a mis un peu de temps et c'était compliqué, à savoir que par exemple le capteur DX de chez Nikon est né du fait que c'était compliqué de manufacturer un capteur à l'époque pour des prix on va dire raisonnables, et donc même sur leurs appareils photo professionnels ils sont arrivés à faire un compromis en surface 2 fois plus petit que le format plein format, d'où la naissance du DX en partenariat avec Sony. Donc après je vais pas rentrer dans les détails, à savoir que Canon a quand même réussi avec ses appareils photo professionnels à maintenir le format plein format et avoir un format entre l'APS-C et le plein format, mais ça c'est une autre vidéo. Mais du coup le problème c'est que ça a créé des appareils photo qui étaient vraiment très très chers à l'achat, et donc c'est à partir de ce moment là où on a eu l'apparition des compacts et des bridges qui avaient des capteurs très très petits mais
qui embarquait aussi un nouveau type d'autofocus. Donc privé de miroir, on s'est dit que c'était beaucoup plus simple avec la nouvelle technologie de pouvoir à la fois offrir un viseur où vous verriez directement ce qui se passe dans l'appareil photo et un autofocus qui était directement sur le capteur, puisque sans le miroir, on ne peut pas utiliser directement, au moins à l'époque, d'autofocus à capteur de phase. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le principe de l'autofocus, la détection de contraste, c'est de prendre bien évidemment les couleurs et le contraste qu'il peut y avoir entre chaque couleur et de mesurer l'intensité et la séparation des couleurs la meilleure dans le champ, et de dire que c'est l'endroit où vous voulez faire la mise au point à l'endroit où vous visez. Le problème que ça avec ça, c'est que l'autofocus il va pas tout de suite savoir si c'est vraiment là où il est qui est le plus précis possible, puisque ça se dégage du contraste et des couleurs, donc il a besoin d'aller des fois un peu plus loin dans la mise au point et de revenir en arrière, et donc c'est là d'où vient ce mouvement assez particulier de vous voyez qu'il le point il était devant, mais lui il a besoin de faire un mouvement en arrière pour retrouver le bon point autofocus. Il a besoin de comparer plusieurs zones ensemble et d'après par corrélation de dire c'est là que j'ai fait la mise au point. Aujourd'hui, cet autofocus là est beaucoup plus efficace puisque les processeurs se sont vachement améliorés, et comme par exemple pour une cellule, vous pouvez donner des informations de calibrage de netteté par rapport à une banque de données et dire voilà, dans certaines conditions c'est net, et l'appareil photo de lui-même va comprendre via comparaison ce qui doit être au point. Mais à l'époque c'était pas aussi facile que ça, et aujourd'hui ça reste quand même assez compliqué à mettre en œuvre. Du coup, quels vont être les avantages et les inconvénients de chaque autofocus? On va déjà parler physiquement. L'autofocus à capteur de phase a un gros problème, c'est que il est né sur des appareils photo où l'autofocus est venu se greffer à la base sur un système qui était déjà complet, à savoir avec la pellicule derrière, donc on ne pouvait pas faire évidemment l'autofocus sur la surface photographiée puisque c'était vraiment pas possible. Donc l'autofocus, même sur un numérique, en fait on est venu greffer le capteur sur le réflexe, et donc il n'y a pas, à part via le processeur, il n'y a pas de connexion physique entre le capteur autofocus et la cellule et le capteur d'image. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez votre réflexe, vous avez votre miroir. Le chemin de la lumière le fait aller dans le prisme, mais il y a un chemin secondaire que vous n'êtes pas obligé de voir parce que c'est pratiquement invisible, c'est que derrière le miroir principal il y a un miroir secondaire, et ce qui se passe, c'est que le miroir est ce qu'on appelle semi-transparent, et donc il va la lumière va continuer à passer un petit peu derrière pour aller sur un autre miroir et aller jusqu'à la cellule et au capteur autofocus. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme le miroir a un certain angle, 45, 44 ou d'autres angles particuliers suivant la monture et la façon dont va être disposé le prisme et le chemin de la lumière, mais on va avoir un angle, et ce qui va faire que le plan du capteur et le plan du capteur d'image et le plan du capteur autofocus ne sont pas le même. Par exemple, on va dire que votre miroir est à 45 degrés, l'autre miroir il va être, on va dire, à 45 degrés aussi derrière, ce qui va faire que du coup votre capteur autofocus doit lui aussi avoir un angle pour que le chemin de la lumière soit équivalent d'un côté à l'autre du capteur autofocus, ce qui fait aussi qu'on a des fois des problèmes à mettre plein de points autofocus sur la hauteur d'un capteur autofocus. Du coup, ce que ça fait, c'est qu'il faut synchroniser sur chaque appareil photo réflexe le capteur autofocus et la cellule au capteur d'image via des vis qui vont faire varier le réglage, et il faut vraiment que ceux qui fabriquent l'appareil photo soient capables de vraiment bien faire les micro-ajustements comme il faut. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des micro-ajustements d'objectif, c'est que le chemin de la lumière étant assez particulier et pas forcément le même directement sur le capteur et sur le capteur autofocus, enfin le capteur d'image et le capteur autofocus, il va y avoir des possibilités de variation de points en fonction de la focale de l'objectif et du chemin de la lumière qu'il y a dedans, ce qui virtuellement n'existe pas sur un mirrorless, puisque comme l'autofocus se fait directement sur le plan focal, l'ajustement se fait à la mise au point directement. Un autre problème que ça va générer aussi, c'est que pour avoir une couverture très grande sur un capteur autofocus de réflexe, il faut avoir basiquement un miroir plus grand que le coverage de votre image. Donc par exemple, si vous avez un full frame, il faudrait un miroir qui soit
un peu plus grand, ou voire beaucoup plus grand, pour pouvoir cadrer avec des collimateurs toute l'image que vous aurez à la fin. Donc c'est ce qui fait que par exemple lorsque l'on met le capteur autofocus du D5 sur le D500, on peut avoir une couverture horizontale de pratiquement 100% parce que on peut élargir légèrement le miroir sur un capteur DX puisqu'il prend la place d'un format FX, mais un FX ça va pas être possible parce qu'il faudrait élargir le miroir et du coup faire une monture beaucoup plus grande ou faire un appareil photo qui est à l'intérieur serait beaucoup plus compliqué à faire et faire peut-être grossir l'appareil photo, ce qui serait limite pas possible puisque de toute façon le miroir et le tirage optique sont faits pour avoir un miroir spécifique dans chaque monture. Du coup vous allez me dire oui mais ça reste quand même bien plus efficace que n'importe quel autofocus de mirrorless. Alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais beaucoup se méprennent sur la capacité à faire la mise au point d'un mirrorless ou d'un bridge ou de quoi que ce soit. C'est que plus on va aller loin dans la technologie, plus la mise au point à détection de contraste deviendra efficace et passera au-delà de l'efficacité d'un collimateur de phase. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un collimateur de phase, ça marche très très bien, hein, c'est comme un athlète, qui fait le 100 mètres, il va courir très très droit, mais peut-être que si vous allez lui demander de faire une opération très compliquée, il va pas forcément réussir à la faire, alors que dans les gènes de la détection de contraste, il y a toute cette capacité à pouvoir être, intégrée de l'intelligence artificielle via les couleurs. Par exemple, on peut faire reconnaître un visage, des yeux, des animaux, ou même apprendre à l'autofocus à plus ou moins comprendre un animal même s'il ne l'a jamais vu, ou une situation même s'il ne l'a jamais vue, en comparant avec des situations, en disant voilà, tel contraste, telle chose, telle façon de bouger va permettre de dire ah bah voilà, c'est un animal. Ce que peut pas faire basiquement l'autofocus de phase. Mais vous allez me dire, oui, mais il y a le tracking 3D sur tous les réflexes. Sauf que le problème de ça, c'est de se dire, oui, bah bien sûr, mais c'est géré par la cellule de l'appareil photo. S'il n'y avait pas de cellule, l'autofocus de phase serait beaucoup moins efficace. À savoir que par exemple, le tracking 3D de chez Nikon, il prend la cellule, et donc la cellule reconnaît les visages, hein, puisqu'elle est capable d'exposer très bien, même en mode matriciel, prendre le visage si vous lui dites de prendre les visages, et il est capable aussi de mesurer les distances, et donc il va indiquer la distance et après le pattern de couleur que va avoir la zone que le collimateur est en train de prendre, de mettre au point, et être capable de la retransmettre dans le champ assez simplement, mais ça vient en coopération avec la cellule, donc tout seul l'autofocus de phase ne fait pas ça. Et donc l'autofocus à détection de contraste, c'est un peu comme votre cellule, et ça permet de pouvoir faire des choses qui sont virtuellement pas possibles directement avec l'autofocus de phase. D'autant plus que maintenant les mirrorless, au moins les Nikon et les Sony, vont avoir un système de collimateur de phase sur le capteur directement. Alors comment ça se passe? Parce que comme je l'ai dit au début, un capteur de phase va directement faire la mise au point, mais c'est pas un capteur qui capte l'image, donc il est directement juste dédié à faire la mise au point, et c'est ce qui fait qu'il est très efficace et qu'il a un seul but dans la vie, c'est de faire la mise au point, et qui plus est sur des choses géométriquement parfaites, donc lui il est virtuellement parfait là où il fait sa mise au point. Et donc comment ça marche, c'est que sur le capteur on va supprimer certains pixels de l'image pour les attribuer à un collimateur de phase, à savoir que par exemple chez le Nikon Z6 on va avoir 24,5 millions de pixels et le même capteur chez Sony donnera 24,2. Donc on enlève souvent par ligne certains pixels pour les attribuer juste à l'autofocus de phase. Du coup vous avez des lignes qui servent à faire la mise au point par détection de phase, ce qui fait que par exemple sur le Nikon on va avoir du banding. Si on pousse trop ces images à haut ISO, on va voir la matrice du capteur et donc on aura des lignes qui sont pas très agréables. Donc ce que ça permet du coup, couplé à un autofocus de contraste, c'est que ça permet d'avoir directement la mise au point rapidement à un endroit précis, mais d'avoir la capacité de détection et de l'intelligence. Par exemple, Sony et sa détection des yeux, c'est grâce à l'autofocus à détection de contraste que c'est possible. S'il n'y avait que l'autofocus de phase, ce serait beaucoup plus compliqué à l'appareil photo de comprendre ce qu'il doit faire. Après, si on prend par exemple, Panasonic, ils sont pas forcément dans la mauvaise direction, à savoir qu'ils ne prennent pas de collimateur de phase. Un jour,
je ne sais pas quand, je ne sais même pas si je serai encore là, un jour, l'autofocus à détection de contraste sera tellement bon qu'on n'aura plus du tout besoin de collimateur de phase, donc c'est pas forcément pas intelligent de ne pas en mettre, mais du coup, aujourd'hui, c'est pas encore assez efficace, les processeurs sont pas assez petits et performants pour pouvoir permettre à l'autofocus d'être à la fois rapide, intelligent, et c'est ce qu'on voit par exemple avec le Panasonic, à la fois en vidéo, en photo pardon, il va être très très bon, à la fois en vidéo, il va être un peu, un peu compliqué à gérer et il fera pas forcément la mise au point où vous voulez, ce qui est dommage pour des appareils photo qui sont évidemment pris pour faire de la vidéo en général, en plus de la photo. Du coup, on a vu les différences qu'il pouvait y avoir entre l'autofocus de phase et l'autofocus à détection de contraste. Et je vais juste parler du dual pixel avant de parler des avantages et des inconvénients que peuvent avoir chacun physiquement par rapport à de la photo en général. Donc le dual pixel, ça semble marcher un peu de la manière des deux, un collimateur de phase et une détection de contraste, mais ça marche d'une façon différente, à savoir que on arrive à faire l'image, à fabriquer une image à partir d'une chose qui est programmée comme un collimateur de phase en gros. C'est que le dual pixel va être séparé, en fait, ça sépare deux parties du capteur, donc ça va faire diviser la définition par deux, donc ce qui n'est pas problématique en photo, puisqu'il suffit de faire la mise au point et de rassembler les deux images et on a toute sa définition, de faire en sorte que l'algorithme marche comme ça. Mais du coup, ce que ça fait, c'est par contraste entre deux pixels, quand tout est parfait, donc ça fait la mise au point, donc ça élimine le problème d'avoir besoin de faire de la confirmation, c'est que deux pixels qui sont équivalents vont réussir à faire la mise au point comme il faut, donc il n'y a pas forcément besoin de réfléchir au-delà de ça, et donc c'est pour ça que le dual pixel est assez efficace, mais peut-être que pour l'instant il est un peu limité en vidéo, notamment en 4K, puisque ça demande beaucoup plus de calcul qu'avec d'autres types d'autofocus. À savoir que le problème c'est que vous divisez à la fois déjà votre capteur en deux, donc il faut calculer le 4K sur 15 millions de pixels sur les 30 millions de l'autofocus du R par exemple. Mais à la fois on a le crop qui était de 1,7 sur le 5D Mark IV, et je pense qu'ils ne sont pas voulu s'embêter à essayer de recalculer l'image pour ah oui mais on perd de la définition, mais du coup on pourrait élargir l'image et pouvoir faire avec le dual pixel quelque chose de cool. Je pense qu'ils ont juste pris le capteur du 5D Mark IV tel quel, ils ont fait bon en 1080p on va le reprogrammer pour que ça marche comme il faut, mais en 4K on va non, c'est bon, on va pas mettre le dual pixel. Ce qui est un peu dommage au final, mais du coup ça peut être juste une limitation de l'algorithme des Canon pour l'instant. Je pense que la prochaine génération ils n'auront plus du tout ce problème là, en espérant qu'ils arrivent maintenant à faire du plein format direct, mais ça c'est une autre question et on n'en parlera pas ici. Si je parle du coup de ces deux types d'autofocus en particulier, donc les autofocus principaux qu'on va trouver principalement dans les appareils photo, on va dire que les gens peuvent acheter, parce que si on me sort un autofocus obscur qui existe sur je sais pas quelle machine professionnelle que je vais pas connaître, bien évidemment, oui, vous pouvez en parler, mais c'est pas le but ici, c'est vraiment de parler de ce que vous connaissez et de vous dire, est-ce que vous connaissez ça tant que ça? Donc, dans les avantages et les inconvénients, c'est que, du coup, ce qu'on peut dégager, c'est que comme le capteur fait tout sur un mirrorless, il est beaucoup plus efficace, généralement, que le réflexe. La précision est automatiquement meilleure que sur un réflexe parce qu'il y a beaucoup moins de réglages à faire, puisqu'il n'y a pas à programmer des trucs ou à régler des choses physiquement pour qu'elles se synchronisent. Mais du coup ça entraîne d'autres problèmes parce que autant on va avoir notre mesure de la lumière qui sera exactement celle qu'on voit parce que c'est sur le même capteur et l'autofocus sera très très bon, autant ça entraîne des problèmes de par exemple comme il y a que le capteur qui sert à tout faire, en fait la chaleur va arriver beaucoup plus rapidement dans un mirrorless sur le capteur, et ce qui physiquement au fur et à mesure sur un CMOS va dégrader irrémédiablement la qualité d'image. Après je sais pas à combien de degrés c'est, mais on pourra noter que c'est peut-être légèrement moins bon que sur un réflexe, alors que sur le réflexe, comme tout est séparé, en fait ce qui prend beaucoup plus d'énergie dans l'appareil photo, c'est la cellule,
et le capteur autofocus qui sont pas au niveau du capteur d'image. Je parle en photo, hein, pas en vidéo évidemment, puisque c'est autre chose. Et du coup, ça permet au réflexe d'être en utilisation professionnelle beaucoup plus, comment dire ça, capable d'encaisser des trucs que pourront pas le mirrorless. Par exemple, les chocs thermiques, c'est beaucoup plus simple d'avoir un appareil photo qui reste tout le temps à une température pas trop élevée si vous êtes dans le froid, parce que vous aurez des transitions à faire d'intérieur à extérieur moins compliquées qu'avec un mirrorless qui peut atteindre les 100 degrés par exemple chez Sony, et qui peut des fois par exemple sur les Fuji atteindre les 130 degrés. Alors ça c'est dans des cas où vous faites surtout de la vidéo, mais c'est à savoir, c'est que pour le maintenir en température ça va être compliqué, et ce qu'il faut savoir c'est que même quand un appareil photo est tropicalisé, il y a encore de l'humidité à l'intérieur, il y a de l'humidité partout, et dès qu'on a un choc thermique ça va faire soit un capteur qui va avoir de l'eau dessus, ou même du gel carrément, ce qui n'est pas très agréable, et après ça va possiblement rouiller les composants qu'il y a à l'intérieur de l'appareil photo, ce qui n'est pas forcément intéressant pour vous. Donc ça donne encore quelque chose, un avantage des réflexes qui vont être beaucoup plus utilisables dans n'importe quelle condition, sans forcément avoir beaucoup de problèmes à l'utilisation. Du coup on peut voir que même s'il y a pratiquement les mêmes autofocus, à savoir 2 prédominants dans chaque appareil photo, ils sont plus ou moins agencés de la même façon dans chaque appareil photo, et que chaque marque met sa petite pierre à l'édifice et fait en sorte que l'autofocus évolue pour qu'on ait sans cesse de meilleures images. Et donc c'est pour ça que moi je ne souhaite jamais voir une marque disparaître, parce que ça fait de la concurrence en moins et possiblement l'hégémonie d'une marque et donc de la perte d'évolution dans des appareils photo arriver. Donc c'est pour ça que moi je souhaite que à la fois Nikon, Panasonic, Sony et Canon s'en sortent toujours aussi bien. J'aimerais que Canon arrête de faire plus ou moins de la rétention de technologie. Ça nous permettrait d'avoir des appareils photo, même encore aujourd'hui, encore meilleurs qu'avant. Et si on perd par exemple Nikon ou je sais pas quelle marque, même Panasonic, on va avoir des problèmes, parce que les appareils photo auront des problèmes à évoluer, puisque par exemple la vidéo ça a évolué grâce à Panasonic, l'autofocus a évolué grâce à Sony, la qualité d'image en haut ISO elle a évolué grâce à Nikon dans les années 2010, fin 2000. Mais si c'était pas le cas, comme Canon arrive à avoir beaucoup du marché, et ben on n'aurait pas forcément eu plein d'évolutions. Certes, maintenant il y a le dual pixel et c'est vraiment très efficace, mais on sent qu'ils en ont beaucoup sous la pédale et qu'ils veulent pas trop en donner. Donc ça à part, voilà. Ceci à part, on a... Du coup, c'était une vidéo sur les différents autofocus qu'on peut trouver généralement dans les appareils photo. Alors si vous voulez discuter en commentaire de certains autofocus précis, ou de la façon dont certains ont marché, ou marchent, ou que j'ai dit peut-être une bêtise ou deux, ou vous voulez clarifier des choses, vous pouvez le faire en commentaire. J'aimerais que ce soit cordial et vraiment quelque chose où on s'amuse et ce soit intéressant d'apprendre des choses. Si vous avez des commentaires, j'y répondrai, mais soyez polis. Et si vous avez juste de la haine à déverser, eh ben, le faites pas ici, parce que déjà je m'en fiche et ça n'apporte rien à personne. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner aussi, et je vous dis salut et à bientôt dans Goupils Caméra.